Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra d'Alexandre Dumas que nous allons partir en voyage, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de continuer la lecture de cet ouvrage. Alors ce cher Gabriel Lambert, en fait, était quand même l'amoureux d'une jeune femme qui nous raconte son histoire. Et elle le retrouve à Paris, il se fait passer pour un baron. Il s'est enrichi, on pense qu'il a fabriqué peut-être de la fausse monnaie. En tout cas, elle est venue le trouver avec son enfant et elle aimerait, cette Marie Granger, pouvoir de nouveau retrouver son amour, qui a priori ne veut pas l'avoir, hein, mais bon. Chapitre 16, catastrophe. Bon. Le lendemain, ou plutôt le même jour, mon valet de chambre entra chez moi à 7 heures du matin. « Monsieur, me dit-il, un domestique de monsieur le baron Henri de Faverne est là et attend déjà depuis une demi-heure. Mais comme monsieur s'est couché à 3 heures, je n'ai pas voulu le réveiller. J'eusse même tardé encore s'il n'en était arrivé un second, plus pressant que le premier. Eh bien, que demandent ces deux domestiques ? Ils viennent dire que leur maître attend monsieur. Il paraît que le baron est très souffrant et ne s'est pas couché de la nuit. Répondez que j'y vais à l'instant même. » En effet, je m'habillai en toute hâte et je courus chez le baron. Comme me l'avaient dit ses domestiques, il ne s'était pas couché. Mais seulement, il s'était jeté, tout habillé, sur son lit. Je le trouvai donc avec son pantalon et ses bottes, enveloppé d'une grande robe de chambre en damas. Son habit et son gilet étaient suspendus sur une chaise, et tout annonçait dans l'appartement le désordre d'une nuit d'agitation et d'insomnie. « Ah, docteur, c'est vous, me dit-il. Qu'on ne laisse entrer personne. » Et d'un signe de la main, il congédia le valet qui m'avait introduit. « Pardon, lui dis-je, de ne pas être venu plus tôt, mon domestique n'a pas voulu m'éveiller. Je m'étais couché à 3 heures du matin. » « C'est moi qui vous prie d'agréer mes excuses. Je vous ennuie, docteur, je vous fatigue et, avec vous, la chose est d'autant plus terrible qu'on ne sait comment vous dédommager de vos peines. Mais vous voyez que je souffre réellement, n'est-ce pas? Et vous avez pitié de moi. » Je le regardais. Il était en effet difficile de voir une figure plus bouleversée que la sienne. Il me fit pitié. « Oui, vous souffrez, lui dis-je, et je comprends que pour vous, la vie soit un supplice. C'est-à-dire, voyez, docteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une de ces armes, poignard ou pistolet, que je n'ai appuyé 2 ou 3 fois sur mon cœur ou sur mon front. Mais que voulez-vous » Il baissa la voix en ricanant. « Je suis un lâche, j'ai peur de mourir. Croyez-vous cela? Vous, docteur, vous qui m'avez vu me battre, croyez-vous que j'ai peur de mourir? Au premier abord, j'ai jugé que vous n'aviez pas le courage moral, monsieur. Comment, docteur, vous osez me dire à moi, en face, je vous dis que vous n'avez que le courage sanguin, c'est-à-dire celui qui monte à la tête avec le sang. Je vous dis que vous n'avez aucune résolution, et la preuve, c'est qu'ayant eu 10 fois l'envie de vous tuer, comme vous le dites, et c'est qu'ayant sous la main des armes de toute espèce, vous m'avez demandé du poison. » Il poussa un soupir, tomba dans un fauteuil et garda le silence. « Mais, lui dis-je, au bout d'un instant, ce n'est pas pour soutenir une thèse sur le courage physique ou moral, sanguin ou bilieux, que vous m'avez fait venir, n'est-ce pas? C'est pour me parler d'elle. » Oui. Oui, vous avez raison, c'est pour vous parler d'elle. Vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, qu'en dites-vous? Je dis que c'est un noble cœur. Je dis que c'est une sainte jeune fille. Oui, mais en attendant, elle me perdra. Car elle n'a voulu entendre à rien, n'est-ce pas? Elle refuse toute indemnité, elle veut que je l'épouse, ou elle ira crier sur les toits qui je suis, et peut-être ce que je suis. Je ne dois pas vous cacher qu'elle était venue à Paris dans cette intention.
Elle en aurait changé depuis? Docteur, seriez-vous parvenu à l'en faire changer? Je lui ai dit du moins ce que je pense, qu'il valait mieux être Marie Granger que Madame de Faverne. Qu'entendez-vous par là, docteur? Voudriez-vous dire? Je veux dire, monsieur Lambert, repris-je froidement, qu'entre le malheur passé de Marie Granger et le malheur à venir de mademoiselle de Marcassi, je préférerais le malheur de la pauvre fille qui n'aura pas de nom à donner à son enfant. Hélas, oui, oui, docteur, vous avez raison, c'est un nom fatal que le mien. Mais dites-moi, mon père vit-il toujours? Oui. Ah, Dieu soit loué. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plus de 15 mois. Il est venu à Paris pour vous y chercher quand il a su que vous n'étiez pas parti pour la Guadeloupe. Grand Dieu, et qu'a-t-il appris à Paris? Il a appris que vous n'aviez jamais été chez le banquier et que la lettre qu'il avait reçue de votre prétendu protecteur n'avait jamais été écrite par lui. Le malheureux poussa un soupir qui ressemblait à un gémissement, puis il porta les mains à ses yeux. Il sait cela. Il sait cela, murmura-t-il, après un instant de silence. Mais enfin, qu'y a-t-il à dire? Cette lettre était supposée, c'est vrai, cela ne faisait de tort à personne. Je voulais venir à Paris, je serais devenu fou si je n'y étais pas venu. J'ai employé ce moyen, c'était le seul. N'en eussiez-vous pas fait autant à ma place, docteur? Est-ce sérieusement que vous me demandez cela, monsieur? Lui demandai-je en le regardant fixement. Docteur, vous êtes l'homme le plus inflexible que je connaisse, reprit le baron en se levant et en se promenant à grands pas. Vous ne m'avez jamais dit que des duretés, et cependant, comment cela se fait-il? Vous êtes le seul homme en qui j'ai une confiance sans borne. Si un autre soupçonnait la moitié des choses que vous savez... Il s'approcha d'un pistolet tendu à la muraille et porta la main sur la crosse avec une expression de férocité qui appartenait plutôt à une bête sauvage. Je le tuerai. En ce moment, un valet entra. « Que voulez-vous » demanda brusquement le baron. « Pardon si j'interromps monsieur, malgré son ordre, mais monsieur a remonté ses écuries il y a 3 mois et c'est un commis de la banque qui vient pour toucher un des billets que monsieur a fait. »« Et de combien est le billet » demanda le baron. « De 4 000 francs. »« C'est bien, » dit le baron, allant à son secrétaire et retirant du portefeuille qu'il m'avait donné autrefois à garder 4 billets de banque de 1000 francs chacun. « Tenez, les voilà et rapportez-moi ce billet. » C'était une action toute simple que de prendre dans un portefeuille des billets de banque et de les remettre à un domestique. Cependant, le baron accomplit cette action avec une hésitation visible. Et son visage, ordinairement pâle, devint livide lorsqu'il suivit d'un regard inquiet le domestique qui sortait avec les billets. Il y eut entre nous deux un moment de silence sombre, pendant lequel le baron remua 2 ou 3 fois les lèvres pour parler. Mais à chaque fois, les paroles expirèrent sur ses lèvres. Le domestique ouvrit la porte de nouveau. « Eh bien, qu'y a-t-il encore » demanda le baron avec une vive impatience. « Le porteur désirerait dire un mot à monsieur. »« Cet homme n'a rien à me dire, » s'écria le baron. « Il a son argent, qu'il s'en aille. » Le porteur apparut alors derrière le domestique et se glissa entre lui et la porte. « Pardon, dit-il. Pardon, vous vous trompez, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. » Puis d'un bond s'élançant au collet du baron, « J'ai à vous dire que vous êtes un faussaire, » s'écria-t-il, « et qu'au nom de la loi, je vous arrête. » Le baron jeta un cri de terreur et devint couleur de cendre. « À moi, » murmura-t-il, « à moi, docteur. Joseph, appelle mes gens, à moi, à moi. »« À moi !» cria aussi d'une voix forte le prétendu porteur de la banque. « À moi, les autres !» Aussitôt, la porte d'un escalier secret s'ouvrit et 2 hommes se précipitèrent dans la chambre du baron. C'étaient 2 agents de la police de sûreté. « Mais qui êtes-vous » s'écria le baron en se débattant. « Qui êtes-vous? Comme voulez-vous ?»« Monsieur le baron, je suis V, dit le faux employé de la banque. Et vous êtes pincé. Ne faites donc pas de bruit, pas de scandale, et suivez-nous gentiment. » Le nom que venait de prononcer cet homme était si connu que je tressaillis malgré moi.
Vous suivre ?» continua le baron tout en se débattant. « Vous suivre? Et où cela vous suivre ?»« Pardieu, où l'on conduit les gens comme vous n'êtes pas à vous en informer, j'en suis sûre, et vous devez le savoir, au dépôt de la police, pardieu. »« Jamais, jamais !» s'écria le prisonnier, « jamais !» Et par un violent effort, se débarrassant des 2 hommes qui le tenaient, il s'élança vers son lit et saisit un poignard turc. Au même instant, le faux porteur de la banque tira, d'un mouvement rapide comme la pensée, 2 pistolets de poche qu'il dirigea contre le baron. Mais il s'était mépris aux intentions de celui-ci. Ce fut contre lui-même qu'il tourna l'arme. Les 2 agents voulurent se précipiter sur lui pour la lui arracher. « Inutile, dit V, inutile, soyez tranquille, il ne se tuera pas. Je connais, messieurs les faussaires de longue date, ce sont des gaillards qui ont le plus grand respect pour leur personne. Allez, mon ami, allez, continua-t-il en se croisant les bras et en laissant le malheureux libre de se poignarder. Ne vous gênez pas pour nous. Faites. Faites. » Le baron sembla vouloir donner un démenti à celui qui venait lui porter cet étrange défi. Il rapprocha vivement sa main de sa poitrine, se frappa de plusieurs coups et tomba en poussant un cri. Sa chemise se couvrit de sang. « Vous le voyez bien, lui dis-je, en m'élançant vers le baron. Le malheureux s'est tué. » Il se mit à rire. « Tué, lui? Pas si bête, ouvrez la chemise, docteur. »« Docteur, repris-je étonné. »« Pardieu, reprit V. Je vous connais, vous êtes le docteur Fabien. Ouvrez sa chemise, et si vous trouvez une seule blessure qui ait plus de 4 ou 5 lignes de profondeur, je demande à être guillotiné à sa place. » Cependant, je doutais, car le malheureux était véritablement évanoui et sans mouvement. J'ouvris sa chemise et je visitai ses blessures. Il y en avait 6, mais comme l'avait prédit V, c'était de véritables piqûres d'épingle. Je m'éloignai avec dégoût. « Eh bien, me dit V, suis-je bon physiologiste, monsieur le docteur? Allons, allons, continua-t-il, mettez-moi les poussettes à ce gaillard-là, ou sans cela, il frétillera tout le long de la route. »« Non, non, messieurs, s'écria le baron, tiré de son évanouissement par cette menace. Pourvu qu'on me laisse aller en voiture, je ne dirai pas un mot, je ne ferai pas une tentative d'évasion, je vous en donne ma parole d'honneur. » Entendez-vous, mes enfants, il donne sa parole d'honneur, c'est rassurant, hein? Que dites-vous de la parole d'honneur de monsieur? Les 2 agents se mirent à rire et s'avancèrent vers le baron avec les poussettes. J'éprouvais une impression de malaise que je ne puis rendre. Je voulus me retirer. « Non, non !» s'écria le baron en se cramponnant à mon bras. « Non, ne vous en allez pas. Si vous vous en allez, ils n'auront plus aucune pitié de moi. Ils me traîneront dans les rues comme un criminel. »« Mais à quoi puis-je vous être bon, moi, monsieur ?» demandai-je. « Je n'ai aucune influence sur ces messieurs. »« Si vous en avez, docteur, détrompez-vous, » dit-il à demi-voix. « Un honnête homme a toujours de l'influence sur ces gens-là. Demandez-leur de m'accompagner jusqu'à la police et vous verrez qu'ils me laisseront aller en voiture et qu'ils ne me garrotteront pas. » Un sentiment de profonde pitié me serrait le cœur et l'emportait sur le mépris. « Monsieur V, dis-je au chef des agents, ce malheureux me prie d'intercéder en sa faveur. Il est connu dans tout le quartier, il a été reçu dans le monde. Eh bien, je vous en supplie, épargnez-lui les humiliations inutiles. »« Monsieur Fabien, répondit V, avec une politesse exquise, je n'ai rien à refuser à un homme comme vous. J'ai entendu que cet homme vous priait de l'accompagner jusqu'à la police. Eh bien, si vous y consentez, je monterai avec vous dans la voiture, voilà tout. Et les choses se passeront en douceur. »« Docteur, je vous en supplie, dit le baron. »« Eh bien, dis-je, soit, j'accomplirai ma mission jusqu'au bout. Monsieur V, ayez la bonté d'envoyer chercher un fiacre. Et faites-le approcher de la porte qui donne dans la rue du Helder. »« Fil de soie, dit V, avec un ton d'ironie impossible à rendre. Exécutez les ordres de monsieur le baron. » L'individu désigné sous le nom de Fil de soie sortit pour exécuter la mission dont il était chargé. Pendant ce temps, dit V, avec la permission de monsieur le baron, je ferai une petite perquisition dans le secrétaire. Gabriel fit un mouvement vers le secrétaire. « Oh, ne vous dérangez pas, monsieur le baron, dit V en étendant le bras. Quand nous en trouverions quelques-uns là-dedans, il n'en serait ni plus ni moins. Nous en avons déjà une centaine, au moins, qui sortent de votre fabrique. » Le prisonnier tomba assis sur une chaise et celui qui l'avait arrêté procéda à la perquisition. « Ah, dit-il, je connais ces secrétaires-là, ces
de la façon de Barthélemy. Voyons d'abord les tiroirs, nous verrons les secrets ensuite. Et il fouilla dans tous les tiroirs où, excepté le portefeuille dont nous avons déjà parlé, il n'y avait rien que des lettres. Maintenant, dit-il, voyons les secrets. Gabriel le suivait des yeux en pâlissant et en rougissant tour à tour. Ce fut alors que j'admirai la dextérité de cet homme. Il y avait dans le secrétaire 4 secrets différents. Non seulement aucun ne lui échappa, mais encore, à l'instant même, sans tâtonner, à la simple inspection, il en découvrit le mécanisme. Voilà le pot aux roses, dit-il en réunissant une centaine de billets de 500 francs et de 1000 francs. Peste! Monsieur le baron, vous n'y allez pas de main morte. 4 gaillards comme vous seulement, et au bout de l'année, la banque sauterait. Le prisonnier ne répondit que par un gémissement profond et en cachant sa tête dans ses 2 mains. En ce moment, fil de soie, l'agent rentra. « Messieurs, le fiacre est à la porte, dit-il. »« En ce cas, dit V, partons. »« Mais, interrompis-je, vous voyez que monsieur est en robe de chambre, vous ne pouvez l'emmener ainsi. »« Oui, oui, s'écria Gabriel, il faut que je m'habille. »« Habillez-vous donc et faites vite. J'espère que nous sommes gentils, hein. Il est vrai que ce n'est pas pour vous. Ce que nous en faisons, c'est pour monsieur le docteur. » Et il se retourna de mon côté et me salua. Mais au lieu de profiter de la permission qui lui était donnée, Gabriel restait immobile sur sa chaise. Eh bien, remuons-nous donc un peu, voyons, et plus vite que ça. Nous avons à 9 heures un autre monsieur à pincer. Il ne faut pas que l'un nous fasse manquer l'autre. Gabriel ouvrit l'armoire où étaient pendus ses habits, mais il en détacha 5 ou 6 avant de s'arrêter à l'un d'eux. « Avec la permission de monsieur le baron, dit V, nous lui servirons de valet de chambre. » Et il fit ainsi nos agents qui tirèrent d'une commode un gilet et une cravate, tandis que lui choisissait dans l'armoire une redingote. Alors commença la plus étrange toilette que j'eusse vue de ma vie. Debout et vacillant sur ses jambes, le prisonnier se laissait faire, fixant sur chacun de nous un œil étonné. On lui noua sa cravate au cou, on lui passa son gilet, on lui mit son habit comme on eût fait à un automate, puis on lui posa son chapeau sur la tête, et on lui glissa dans la main une badine à pommes d'or. On eût dit que si on ne le soutenait pas, il allait tomber. Les 2 agents le prirent chacun sous une épaule, et c'est alors seulement qu'il sembla se réveiller. « Non, non, s'écria-t-il en se cramponnant à mon bras. Ainsi, vous me l'avez promis, docteur. »« Oui, repris-je, mais venez. »« Monsieur le baron, dit V, je vous préviens que si vous faites un mouvement pour fuir, je vous brûle la cervelle. » Je sentis tout son corps frissonner à cette menace. « Ne vous ai-je pas donné ma parole d'honneur de ne point chercher à m'échapper, dit-il, essayant de couvrir sa lâcheté sous un sentiment d'honorable apparence. « Ah, c'est vrai, dit V, en armant ses pistolets, je l'avais oublié. Marchons. » Nous descendîmes l'escalier, le malheureux appuyé à mon bras et suivi par le chef de ces 2 alguazils. Arrivé dans la cour, un des 2 agents courut au fiacre et en ouvrit la portière. Avant d'y monter, Gabriel jeta un regard effaré à droite et à gauche, comme pour voir s'il n'y avait pas moyen de fuir. Mais en ce moment, il sentit qu'on lui appuyait quelque chose entre les 2 épaules. Il se retourna, c'était le canon d'un pistolet. D'un seul bond, il se précipita dans le fiacre. V me fit signe de la main de monter et de prendre le fond. Ce n'était pas l'occasion de faire des cérémonies. Je me plaçai au poste qui m'était désigné. Et il dit alors en argot à ses 2 agents quelques paroles que je ne pus comprendre et, montant à son tour, il s'assit sur le devant. Le cocher ferma la portière. « À la préfecture de police, n'est-ce pas, mon maître ?» dit-il. « Oui, répondit V. »« Mais comment savez-vous où nous allons, mon ami ?»« Chut !»« Chut, je vous ai reconnu, dit le cocher. C'est déjà la 3e fois que je vous mène, et toujours en compagnie. »« Eh bien, dit V, fiez-vous donc à l'incognito. » Le fiacre se mit à rouler du côté du boulevard, puis il prit la rue de Richelieu, gagna le Pont-Neuf, suivit le quai des Orfèvres, tourna à droite, passa sous une voûte, enfila une espèce de ruelle et s'arrêta devant une porte. Alors, seulement, le prisonnier parut sortir de sa torpeur. Pendant toute la route, il n'avait pas dit un seul mot. « Comment » s'écria-t-il. « Déjà ? Déjà ?»« Oui, monsieur le baron. Voilà votre logement provisoire. Il est moins élégant que celui de la rue Taitbout, mais dame,
Dans votre profession, il y a des hauts et des bas, faut être philosophe. Ce disant, il ouvrit la portière et sauta hors du fiacre. Avez-vous quelques recommandations à me faire avant que je vous quitte, monsieur demandai-je au prisonnier. Oui, oui, qu'elle ne sache rien de ce qui est arrivé. Qui, elle? Marie. Ah, c'est vrai, répondis-je, pauvre femme. Je l'avais oubliée. Soyez tranquille, je ferai ce que je pourrai pour lui cacher la vérité. Merci. Merci, docteur. Ah, je le savais bien que vous étiez mon seul ami. Eh bien, j'attends, dit le chef de la brigade. Gabriel poussa un soupir, secoua tristement la tête et s'apprêta à descendre. Comme pour l'aider, V le prit par le bras. Tous deux s'approchèrent de la porte fatale qui s'ouvrit d'elle-même et comme si elle reconnaissait son grand pourvoyeur. Le prisonnier me jeta un dernier regard de détresse et la porte se referma sur eux avec un bruit sourd et retentissant. Le même jour, Marie quitta Paris et retourna à Trouville. Comme je l'avais promis à Gabriel, je ne lui avais rien dit. Mais elle se doutait de tout. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. C'était Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra, une histoire d'Alexandre Dumas. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Très bonne journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!